3,6 milliards de dollars, c'est le montant que le Fonds monétaire international a accordé en aide à l'Angola. L'aide, quoique assujettie à des contraintes sur la réalisation de dépenses d'investissement essentielles à l'économie du pays, lui aura permis de devenir l'un des pays les plus prospères d'Afrique, surtout avec le boom pétrolier. La ministre en charge des Finances en Angola a remercié le Fonds monétaire international FMI pour l'appui que l'institution a apporté au pays, peut-on constater dans une conversation menée dans le cadre des rencontres annuelles FMI-Banque mondiale qui se sont déroulées en mode virtuel. Elle a même indiqué que pour le budget 2021 de son pays en cours de préparation, un des objectifs est de continuer d'avoir la confiance du Fonds monétaire international et que tout était mis en œuvre pour la mériter. La préparation de notre budget fait face à de nombreuses incertitudes, notamment si une seconde vague de coronavirus s'annonce. Nous travaillons en droite ligne avec les directives visant à être prudents sur les dépenses publiques et à maintenir la confiance du Fonds monétaire international dont nous apprécions l'aide dans la consolidation de notre budget, a fait savoir en substance la ministre dans un échange avec le directeur du département Afrique au FMI. C'est un gros retournement de situation pour ce pays de 30,8 millions d'habitants et qui, entre 2010 et 2019, a vendu pour son compte l'équivalent de 483,4 milliards de dollars de pétrole brut sur le marché mondial. Or, le programme en cours actuellement avec le FMI porte sur une facilité de financement de 3,6 milliards de dollars validée en décembre 2018 et qui a déjà connu un décaissement de 2,5 milliards de dollars ajouté à une aide de 765 millions de dollars au 16 septembre 2020 pour faire face à la COVID-19. Pour cela, l'Angola s'est engagé à mener la privatisation de près de 195 sociétés publiques, réduire au maximum les dépenses budgétaires et travailler surtout à rendre sa dette soutenable. Ces mesures sont perçues comme étant de l'austérité, selon l'organisation européenne Eurodad. Celle-ci, tout en saluant le fait que le Fonds monétaire international ait desserré les contraintes sur les dépenses de santé publique, pense que l'institution étrangle les ambitions de développement durable des pays pauvres. Il est aussi reproché à l'institution de Bretton Woods une attitude de deux poids deux mesures dans la gestion des conséquences économiques de la COVID-19. Aux pays riches et avec un stock important de dettes, l'institution recommande de s'endetter sans limite et relancer la croissance par des dépenses publiques d'investissement. Mais aux pays pauvres, dont plusieurs en Afrique, le FMI attire l'attention sur une dette publique qui ne dépasse pas les 60% du PIB en moyenne, tout en étant faible en volume. Les responsables de l'institution recommandent par ailleurs l'austérité budgétaire à ces pays sous le terme de discipline. Depuis le 9 octobre dernier, les prix des produits sur le marché chinois ont augmenté. C'est l'une des conséquences de la hausse de la valeur du yuan, la monnaie chinoise. Pour une première fois depuis 2005, année à laquelle la Chine a abandonné la parité fixe avec le dollar américain, la valeur du yuan a bondi de 1,45%, presque négligée par les pays développés lorsqu'elle a annoncé ses premiers cas de coronavirus et confiné sa population. La Chine est aussi le pays qui s'est le plus rapidement remis de la pandémie. Pendant ce temps, l'Europe et l'Amérique du Nord plongeaient dans un chaos économique et social sans précédent. Le coup dur est surtout pour les États-Unis. Bien ancrés dans leur statut de pays abritant la réserve de change par excellence dans le monde, les autorités américaines ont pris des décisions qui ont affaibli le dollar. Entre les rachats d'obligations, l'augmentation des dollars disponibles pour des pays partenaires et les stimuli budgétaires, la Banque centrale américaine a injecté des milliers de milliards de dollars dans l'économie mondiale. L'une des conséquences de ces politiques d'injection massive de liquidités sur le marché de la dette a été une baisse des taux d'intérêt sur les obligations. Or, la Chine a bien compris que, pour renforcer la domination internationale de sa monnaie, elle doit doper son marché de la dette. Son gouvernement a donc apporté un appui budgétaire massif à l'économie, ce qu'il sait bien faire en tant que pays socialiste, et sa banque centrale a maintenu les rendements élevés sur les obligations.
Cette situation a rendu attractif le marché chinois de la dette et a attiré de nombreux investisseurs souhaitant acquérir des titres émis en yuan afin de tirer profit des gains situés entre 2,5 et 3% de la mise initiale. Avec une solide reprise globale de son économie, la Chine a de quoi plaire aux investisseurs internationaux. Le yuan qui se renforce, c'est une hausse future de la facture des importations en provenance de ce pays. Le risque n'est pas léger, car la performance de la monnaie chinoise semble liée à une volonté politique concrète de renforcer son statut de réserve internationale. Récentes données du FMI n'auront pas démenti les prévisions de la Banque mondiale remontant déjà au mois d'avril dernier. L'Afrique subsaharienne va effectivement connaître cette année sa première récession économique en 25 ans. Le Fonds monétaire international prévoit un rebond modéré de la croissance à 3,1%. L'Afrique du Sud, première puissance industrielle du continent, devrait également renouer avec une croissance modeste l'an prochain, plus 3%, après un effondrement de son PIB de 8% attendu cette année, dans la foulée des années de stagnation selon le FMI. C'est le seul pays d'Afrique subsaharienne où le FMI s'intéresse aux chiffres de l'emploi. L'institution y voit une explosion du chômage qui passerait de 28,7% de la population active l'an dernier à 37% en 2020 et 36,5% en 2022. La reprise de l'économie nigériane devrait de son côté être décevante l'an prochain, plus 1,7% seulement après moins 4,3% en 2020. Ailleurs en Afrique, le Fonds monétaire international constate que certains pays échappent à la récession cette année. L'Éthiopie, plus 1,9%, la Tanzanie, plus 1,9%, la Côte d'Ivoire, plus 1,8%, ou encore le Kenya, plus 1,0%. Ce sont la nourriture et la hausse des loyers qui ont pesé le plus lourd dans cette augmentation. Elle a atteint 212% en glissement annuel en septembre, un record qui équivaut à un triplement des prix. En août, l'inflation avait déjà atteint 166,83%. Parallèlement, la monnaie nationale est en chute libre, oscillant entre 240 et 250 livres soudanaises pour $1. Le gouvernement soudanais avait décrété un état d'urgence économique le 11 septembre pour circonscrire la chute de la livre soudanaise face au dollar et l'inflation galopante. Depuis la mise en place, il y a plus d'un an, d'un gouvernement de transition, après la chute de l'autocrate Omar el-Béchir, le billet vert est passé de 50 à 240 livres soudanaises sur le marché noir, ce qui a entraîné une hausse des prix considérable dans un pays qui dépend énormément des importations. La ministre des Finances, Eba Mohamed Ali, avait imputé la baisse de la valeur de la monnaie soudanaise à un sabotage de l'économie par le biais de la spéculation sur l'or et de la contrebande. La hausse des prix des denrées alimentaires, notamment un triplement du coût du pain décidé par le gouvernement, avait été le déclencheur d'une révolte populaire sans précédent qui a abouti à la destitution de l'ex-chef d'État par l'armée en avril 2019 après 30 ans de pouvoir. Son partage. La première vague de l'épidémie de mars à juin a entraîné la perte de 165 000 emplois selon un membre du patronat du pays. 40% des entreprises d'artisans ont déjà mis la clé sous le paillasson et environ 35% des petites et moyennes entreprises sont menacées de faillite, s'inquiètent-ils, au moment où les autorités ont annoncé une série de nouvelles restrictions pour endiguer la pandémie. Depuis mars, la Tunisie a recensé sur son sol plus de 28 000 cas de Covid-19, dont plus de 400 décès selon les autorités. Le pays enregistre actuellement plus de 20 morts de la maladie par jour, contre 50 au total entre mars et juin. Les autorités ont interdit début octobre tout rassemblement et ont instauré depuis jeudi et pour 15 jours un couvre-feu dans de nombreuses zones du pays, notamment dans toute la région de Tunis, la capitale. Le gouvernement a toutefois écarté un confinement général comme celui qui avait été mis en place au printemps, soulignant que le pays n'en avait pas les moyens.
De nombreux emplois ont disparu dans le secteur informel qui embauche quelques 44% des travailleurs tunisiens, notamment dans l'agriculture, la restauration, le commerce ou le tourisme, secteur clé frappé de plein fouet par la pandémie. Dans les cafés à Tunis et dans d'autres zones fortement touchées par la pandémie, les chaises ont été interdites par les autorités. Une décision qui met en péril 100 000 familles, selon la chambre syndicale des propriétaires des cafés. Voici enfin le vrai visage des informations d'un continent africain qui bouge. L'Afrique, continent de l'avenir. Les grands investisseurs vous diront qu'investir en Afrique, c'est investir pour un avenir radieux. SICA, c'est la nouvelle chaîne de télévision exclusivement consacrée à l'actualité socio-économique, toutes les 30 minutes en Afrique. SICA, c'est la chaîne des grands investisseurs, de l'actualité des investissements et de l'évolution des affaires sur le continent. Le seul choix, la seule chaîne pour rester connecté à l'Afrique qui bouge. SICA, le vrai visage de l'actualité en Afrique.